Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Collaboration de recherche éligible au SICO-CRC, nouveauté commentée par nos experts. Donc, je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour votre information, la conférence en ligne durera une trentaine de minutes et vous aurez 15 minutes pour poser toutes vos questions. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez vous poser vos questions aussi grâce au module qui se situe juste en bas à droite de votre écran et on y répondra à la fin des 30 minutes. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée à la fin de ce webinaire, ainsi que le replay. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Donc, nous avons Leïla Elwali, qui est fiscaliste chez Hemming. Bonjour Leïla. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Ainsi que Stanislas Veyen, qui est avocat associé chez Alerion. Bonjour Stanislas. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Je vous propose maintenant de passer à l'agenda du jour. Donc, à l'instar du webinaire présenté l'an dernier sur le SICO, l'objectif de cette nouvelle édition est de vous présenter les éclaircissements apportés sur ce dispositif à la suite de la publication des commentaires administratifs du 13 avril 2023. Donc, commentaires très attendus. L'objectif sera également de pointer les zones d'ombre restant à éclaircir. Donc, je laisse la main à nos experts qui vont vous commenter ces nouveautés. Et là, c'est à toi. Merci Chloé. Alors effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les différentes évolutions et les différents éclaircissements apportés par la doctrine administrative, notamment sur le champ d'application du dispositif. Donc, le champ d'application du dispositif s'applique à toute entreprise qui exerce une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, passible de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est le même champ d'application que le crédit d'impôt recherche. Jusque-là, il n'y a pas eu de nouveauté. Les précisions qui ont été apportées par la doctrine administrative concernent les entreprises en difficulté. Les entreprises en difficulté sont définies au titre d'une directive européenne à l'article 18. Nous vous avons mis la référence sur la slide, sont exclus du coup du dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative les entreprises en difficulté, sauf si elles sont entrées en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Celles-ci peuvent bénéficier du SICO. Concernant les principales caractéristiques, le taux du SICO jusque-là n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'il est toujours de 40% pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes et de 50% pour les PME au sens communautaire. Son plafonnement est toujours de 6 millions d'euros de dépenses. Cela signifie qu'une ETI ou un grand groupe peut bénéficier jusqu'à 2,4 millions d'euros de CRC et qu'une PME au sens communautaire peut bénéficier jusqu'à 3 millions d'euros de CRC, en sachant que lorsque le plafonnement est atteint, la doctrine administrative admet la possibilité de prendre le restant des dépenses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche au titre de la sous-traitance. Au niveau des activités éligibles confiées à un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, on retrouve comme activité éligible le développement expérimental, la recherche appliquée ainsi que la recherche fondamentale. La doctrine administrative n'a pas repris la proposition du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui était d'intégrer comme activité éligible toutes les activités dites indispensables au projet de R&D mené. Celles-ci ne sont pas mentionnées par la doctrine administrative d'avril 2023. Concernant les travaux, comme pour le CIR, ils doivent être localisés au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Et enfin, le SICO est calculé au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture d'exercice et quelle qu'en soit la durée, comme pour le crédit d'impôt recherche. Pas de nouveauté sur l'entrée en vigueur du dispositif. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 pour le moment. Je vais passer la main à Stanislas qui va vous faire part des conditions et de la définition de l'ORDC. Merci Leïla. Pour ouvrir droit au bénéfice du SICO, l'ORDC, l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances qui conclut un contrat de collaboration, de recherche collaborative avec une entreprise, doit remplir un certain nombre de conditions. Ces conditions ont été énumérées
par le BOFIP dont parlait Chloé tout à l'heure, du mois d'avril de cette année. 3 conditions doivent être respectées. Bien évidemment, le RDC doit exercer une activité de recherche telle qu'elle a été définie et rappelée à l'instant par l'AILA. Cet organisme doit agir de manière indépendante et l'indépendance va être appréciée tant au regard du droit français qu'au regard du droit communautaire. Au regard du droit français, on va tout simplement aller chercher les critères du Code général des impôts et on va vérifier si l'ORDC et l'entreprise ont des liens capitalistiques. L'un et l'autre ne doivent pas être dans une situation de contrôle ou l'un et l'autre ne doivent pas être contrôlés par une même société. On va également regarder, vérifier que les critères d'indépendance au sens du droit communautaire sont bien remplis, étant précisé que ces critères sont plus larges d'un point de vue communautaire, puisqu'on exige simplement l'exercice d'une activité de recherche en toute indépendance, l'indépendance étant appréciée étant d'un point de vue économique, juridique que financier. Et dernier critère, qui n'est pas des moindres, c'est que le RDC doit également exercer de manière prépondérante des activités qui sont des activités non économiques. À ce titre, le BOFIP nous donne une précision, puisque les ORDC qui souhaitent avoir une filiale de valorisation, le BOFIP vient nous indiquer qu'il est possible que cette filiale conclue directement le contrat à partir du moment où une convention a été préalablement approuvée par l'autorité de tutelle. Cet organisme doit également être un organisme agréé, donc pas de grandes modifications là-dessus. L'agrément est un agrément qui est un agrément donné par le ministère en charge de la recherche. Il est obtenu à partir d'un document, d'un formulaire qui est disponible en ligne, qui doit être bien évidemment rempli et complété d'un certain nombre de documents. Vous avez la liste des documents qui doivent être joints, l'attestation de l'Agence nationale de la recherche, le questionnaire dont je viens de parler, bien évidemment rempli, et l'agrément CIR lorsque l'organisme en question a lui-même été agréé au titre du CIR. S'agissant de la durée d'agrément, c'est une durée de 3 ans. Cette durée peut être plus courte si l'organisme est, comme je le disais tout à l'heure, agréé au titre du CIR et que la période d'agrément au titre du CIR vient à échéance avant la période de 3 ans qui suit l'agrément au titre de la qualité d'organisme agréé CICO. À ce moment-là, on prendra la date de la fin de la période d'agrément CIR. Un point qui est très important, une précision qui était très attendue, qui nous est donnée par le BOFIP, qui figure en bas de cette slide, qui était la question de savoir comment est-ce que les dépenses qui avaient été engagées par un organisme allaient être prises en compte lorsque cet organisme perdait son agrément. Et là, la précision qui nous est donnée, on l'avait anticipée, mais elle est indiquée de manière expresse dans le BOFIP. On prend en compte bien évidemment les dépenses, sous réserve qu'elles respectent les conditions d'une dépense de recherche au sens du SICO, pour autant qu'elle ait été engagée entre le 1er janvier et la date de perte de l'agrément. Les dépenses qui ont été réalisées postérieurement à l'agrément, bien évidemment, n'ouvriront pas droit au SICO. Par principe, l'ORDC, le principe d'un contrat de recherche collaborative, c'est qu'on confie à l'ORDC le soin de réaliser un certain nombre de travaux de recherche en collaboration avec l'entreprise avec laquelle il a contracté. Ça ne signifie pas que l'ORDC n'a pas la possibilité de sous-traiter certaines opérations. Et une des précisions attendues dans le BOFIP, c'était la question de savoir ce qui se passait lorsque un ORDC avait recours à un organisme agréé de second rang. Il confiait le soin à un organisme de second rang de réaliser des travaux pour lesquels un contrat de recherche collaborative avait été conclu avec une entreprise. Comment est-ce que ces travaux pouvaient ou non ouvrir droit au bénéfice du SICO? La réponse nous est donnée. Les travaux de recherche constituent des opérations de R&D. Les travaux qui sont réalisés doivent être soit des opérations de R&D, soit être nécessaires. La notion de nécessaire est une notion qui mériterait d'être précisée, c'est un caractère un peu subjectif. Elle est nécessaire à l'aboutissement des opérations de recherche et bien évidemment, le principe de ces travaux doit avoir été prévu dans le contrat de recherche collaborative. C'est le principe même de toute manière du dispositif.
Ça me permet justement de faire une liaison toute trouvée avec l'une des conditions essentielles du dispositif, c'est que l'ORDC va conclure un contrat de recherche collaborative avec l'entreprise. Ce contrat a par définition un caractère préalable. Il repose sur un principe fondamental, à savoir que les travaux de recherche qui sont confiés à l'organisme sont des travaux qui doivent être facturés au prix de revient. Et ce contrat va avoir 3 objectifs qui sont rappelés ici. Le premier, c'est bien évidemment de fixer le cadre de recherche collaborative avec l'entreprise, en fixant la nature des travaux de recherche que l'un et l'autre souhaitent réaliser. Le point important étant que c'est une collaboration et donc il doit y avoir une volonté des deux parties, des deux contractants, de participer à ces travaux de recherche. En aucun cas, on doit déléguer 100% des travaux de recherche à l'ORDC. On va également, à partir du moment où on a fait cette précision du cadre de la recherche, fixer les modalités de partage des risques et des résultats avec une grille de répartition qui vous est proposée ici. Et un des points également qui était intéressant, en tout cas attendu en termes de précision de la part de l'administration fiscale, qui était de savoir dans quelle mesure les organismes pouvaient procéder à des publications au titre des travaux qu'ils avaient réalisés. Il y a une distinction qui est faite dans le BOFIP entre les travaux qui sont réalisés dans le cadre du contrat, mais sur lequel l'organisme a travaillé en propre, sur lesquels il dispose d'une totale liberté de publication. Il peut certes demander l'avis de l'entreprise, mais il ne s'agit pas d'un avis conforme, c'est juste un avis pour information. Et on va également regarder ce qu'il en est des travaux qui sont réalisés en commun, sur lesquels l'un et l'autre ont vraiment participé à ces travaux de recherche commune, où là, ça va être un peu plus formel en termes d'autorisation, puisqu'il va y avoir un accord de l'entreprise et un délai maximum de 12 mois qui pourra être exigé par l'entreprise avant une publication. Autre point également qui était attendu au titre des précisions, c'était la portée dans le temps du dispositif. Le principe, c'est que le crédit au titre de la recherche collaborative, le crédit d'impôt au titre de la recherche collaborative est un crédit qui est entré en vigueur au 1er janvier 2022. Il faut donc par conséquent que les travaux soient réalisés à compter du 1er janvier 2022. Les contrats qui étaient en cours d'exécution sont des contrats qui ne sont pas couverts par le dispositif. Il a néanmoins été pris en compte cette spécificité, cette situation un petit peu particulière, et on a considéré qu'il était possible, postérieurement au 1er janvier 2022, de conclure un avenant au titre de ces contrats, et pour que les travaux qui sont réalisés dans le cadre de ces avenants puissent ouvrir droit au crédit d'impôt, il y a 3 conditions. Les avenants doivent être signés postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif, c'est-à-dire postérieurement au 1er janvier 2022, c'est assez logique. Les travaux, bien évidemment, en question doivent remplir l'ensemble des critères d'éligibilité au crédit d'impôt pour la recherche collaborative. Et dernière condition, et pas des moindres encore, les travaux doivent porter sur des travaux de recherche nouveaux qui n'étaient pas mentionnés dans les contrats d'exécution en cours. On voit bien qu'il y a une césure importante entre ce qui se passe avant le 1er janvier 2022 et ce qui se passe après le 1er janvier 2022. Et je passe maintenant la parole à Leïla qui vous parlera des nouveautés en matière notamment de tout ce qui est aspect financier du dispositif. Merci Stanislas. Effectivement, il y a plusieurs conditions liées aux modalités de facturation et financière et points de vigilance du coup associés à la collaboration de recherche pour qu'elle soit éligible au CRC. La première étant la facturation au coût de revient. Comme l'a précisé précédemment Stanislas, l'ORDC ne peut pas facturer la partie de la collaboration de recherche à l'entreprise avec l'application d'une marge commerciale. Donc, il faut une facturation au coût de revient.
L'élément de nouveauté qui a été apporté par la doctrine administrative, c'est au regard de la preuve que doit apporter l'entreprise pour justifier justement les coûts facturés et concomitamment le fait que les coûts sont facturés au coût de revient. Pour cet aspect-là, la doctrine précise que les ORDC ont l'obligation de communiquer à l'entreprise tout document qui permet de justifier les coûts facturés et qu'ils le sont au coût de revient. Enfin, du moins que l'ORDC a exclu toute marge commerciale de la facturation. Ces éléments doivent être étayés dans l'annexe financière qui doit comporter un détail des coûts du contrat de collaboration en euros pour l'année pour laquelle l'entreprise va demander le CRC associé. L'un des moyens probants, pas suffisant, hein, qui devra être corroboré par des éléments justificatifs, mais l'un des moyens probants de justifier finalement ce coût de revient, c'est d'insérer dans la clause de facturation le fait que cette facturation s'effectue au coût de revient. Concernant la deuxième condition, il faut qu'il y ait un partage des coûts entre l'ORDC et l'entreprise pour que cette collaboration soit éligible au CRC. Ce partage des coûts doit être à minima l'ORDC doit supporter à minima 10% des coûts totaux de la collaboration de recherche. Lorsque la collaboration de recherche est conclue entre une entreprise et plusieurs ORDC, ce critère de 10% est apprécié sur la base de la contribution de tous les ORDC partis au contrat et donc éligibles au CRC. La quote-part des dépenses de l'ORDC financée par un autre partenaire du projet est apportée par la doctrine administrative. S'agissant de la dernière condition relative aux coûts, seuls les coûts admissibles facturés par l'ORDC seront éligibles au CRC. Par coût admissible, on entend les coûts suivants qui ont été précisés dans la doctrine administrative, les frais de personnel, donc chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés pour le projet, les coûts des instruments et du matériel employés en tout ou partie pour le projet, donc cela renvoie aux dotations, aux amortissements pratiqués par l'ORDC, les coûts des bâtiments et des terrains employés pour tout ou partie au projet, de la même façon cela renvoie aux dotations, aux amortissements des bâtiments et des terrains, les coûts de recherche contractuelle ou des connaissances, des brevets achetés ou pris sous licence par l'ORDC, et enfin, les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation sont également éligibles au CRC. Ces coûts admissibles doivent être identifiés avec précision dans le contrat de collaboration, donc généralement une annexe financière qui vient détailler ces coûts, et dans la facturation qui sera délivrée par les organismes de recherche. Il faut également que le coût du coup qui sera facturé à l'entreprise soit détaillé, parce que généralement ce coût peut être déterminé de manière forfaitaire, mais dans l'annexe financière, on doit obtenir cette ventilation des coûts pour identifier les coûts qui seront admissibles au CRC. Finalement, les modalités de calcul se présentent comme suit. On retrouve les dépenses confiées à l'ORDC, auxquelles on vient déduire éventuellement les subventions publiques perçues par l'entreprise pour le projet collaboratif en question, et auxquelles on vient déduire éventuellement les aides publiques perçues par les ORDC pour le projet collaboratif en question. Donc cela nous donne les dépenses investies en année N, et donc pour avoir le montant net du SICO, on vient appliquer le taux selon les cas, donc de 40% pour les ETI et les grandes entreprises et de 50% pour les PME au sens communautaire. La nouveauté par rapport au crédit d'impôt recherche, c'est que dans ce dispositif, on vient déduire les aides publiques perçues par les ORDC. Si on passe à la partie suivante qui concerne les éclaircissements qui sont encore attendus, la doctrine qui a été publiée en avril 2023 a été publiée sous forme de consultation publique. Cela signifie que les entreprises ou tout cabinet de conseil pouvaient fournir des commentaires et poser des questions sur cette doctrine qui a été publiée.
Certains éclaircissements sont encore attendus, notamment par le biais de la publication d'une doctrine définitive. Notamment, on a relevé les points suivants. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est les points les plus fréquents. C'est notamment l'éligibilité des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général à bénéficier de cet agrément ORDC. Précédemment, Stanislas vous a présenté les différentes conditions que devait réunir l'ORDC, et notamment, il y avait une condition liée à l'exercice d'activités non économiques à titre prépondérant pour l'organisme qui prétend à la qualification d'ORDC. Là où les ESPIG, qui initialement dans le CIR étaient assimilés à des publics en tant qu'organismes d'intérêt général, là où, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas prétendre, pour certains, au bénéfice de l'agrément. Donc, ce point-là doit évoluer puisque ça reste quand même des établissements supérieurs, privés, certes, mais d'intérêt général. Le deuxième point concerne la facturation au coût de revient de l'ORDC vers l'entreprise déclarante. Il s'avère que pour les entreprises, c'est compliqué de justifier, de justifier de manière suffisante ce point de vue-là, puisque la facturation au coût de revient, c'est l'ORDC qui dispose de cette information et qui parfois peut être compliqué pour l'entreprise déclarante de la recueillir. Le troisième point, c'est Stanislas vous a parlé de la collaboration en cascade, mais dans certains cas, l'ORDC de rang 1 peut faire appel à un organisme de rang 2, agréé ou non agréé. Et dans ces cas-là, lorsque le rang 2 facture l'ORDC de rang 1, la doctrine prévoit que lorsque l'ORDC de rang 1 facture l'entreprise, eh bien, il doit déduire la marge appliquée par l'ORDC de rang 2. Donc finalement, le rang 1 se retrouve pénalisé puisqu'il ne peut pas reprendre, il ne peut pas facturer cette marge à l'entreprise pour qu'elle puisse prendre en compte les dépenses dans l'assiette du SICO. Ça peut être pénalisant à la fois pour l'entreprise et pour l'ORDC de rang 1. Le quatrième éclaircissement, c'est un vide juridique sur le niveau d'exigence attendu sur l'annexe scientifique qui sera adossée au contrat de collaboration de recherche et notamment le niveau de justificatif qui est attendu. Il serait opportun d'étayer un petit peu plus ce point de vue-là dans la doctrine administrative. Et enfin, le dernier point, c'est de venir préciser quel est le traitement des exemples concrets sur le traitement des subventions publiques perçues par les ORDC dans la doctrine administrative. Je vais passer la main à Stanislas qui va vous faire part des obligations déclaratives associées à la déclaration du CER. Merci Leïla. En matière d'obligations déclaratives, il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce qui prévalait avant la publication de la doctrine du mois d'avril. Les entreprises doivent bien évidemment souscrire une déclaration spéciale sur un modèle qui figure en ligne, qui est un imprimé 2069 RCISD, pour ne pas le nommer. Cette déclaration doit être déposée en même temps que le relevé de solde s'agissant d'une société qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés. S'agissant d'une société qui relève de l'impôt sur le revenu, ça va être en même temps que sa déclaration de revenus. Et s'agissant des sociétés qui appartiennent à un groupe intégré, cette déclaration sera à la charge de la société tête de groupe qui déposera en même temps une déclaration pour le groupe et le cas échéant une déclaration la concernant à titre individuel. Les autres membres du groupe, les autres sociétés intégrées, n'ont aucune obligation déclarative en la matière. Tout se fait, tout est centralisé au niveau de la société tête de groupe. Voilà pour l'essentiel des obligations déclaratives à retenir. Nous pouvons du coup finaliser ce webinaire avec la présentation de notre accompagnement sur ce nouveau dispositif, avec notamment les différentes étapes sur lesquelles on intervient. Avec la première, forcément, c'est la sensibilisation de vos équipes, à la fois techniques et financières, et juridiques également, parce que comme vous avez pu le voir, c'est un dispositif qui se base principalement sur le contrat
établi entre l'ORDC et l'entreprise, l'identification des activités éligibles, l'analyse des contrats et de ses annexes pour la prise en compte et la valorisation, et éventuellement les recommandations sur ces contrats pour faciliter la valorisation. Ensuite, il y aura tout un aspect de conseil lié à l'intégration des dépenses restantes dans l'assiette du CIR, l'identification des coûts admissibles au SICO, et enfin tout l'accompagnement en lien avec la déclaration du SICO. Et bien entendu, une assistance à contrôle en cas de contrôle sur pièce ou sur place sur la déclaration du CRC avec bien entendu nos avocats partenaires. Alors, merci beaucoup aux deux intervenants. Merci Laïla et merci Stanislas pour cette présentation très intéressante. Donc, nous allons passer maintenant aux questions. Alors, nous avons une première question. Les contrats facturés avec une marge sont-ils éligibles si nous déduisons la marge commerciale? Je vais laisser la main peut-être à Stanislas. La réponse est non. On l'a rappelé tout à l'heure, par principe, le contrat de recherche collaborative, est un contrat qui prévoit un principe de facturation au prix de revient, sans marge. Merci Stanislas. Alors, nous avons une deuxième question. Faut-il réaliser des dossiers techniques formels comme pour le CIR? Je peux prendre la main sur cette question. À date, le dispositif, que ce soit le décret ou la doctrine administrative, ne prévoit pas formellement la réalisation d'un dossier technique associé à la déclaration du CRC. Néanmoins, d'un point de vue justification, il est opportun à notre sens de capitaliser, d'effectuer des synthèses techniques au fil de l'eau sur le projet qui sera valorisé au CRC afin de pouvoir justifier de l'éligibilité, finalement comme pour le crédit d'impôt recherche, des activités auprès de l'administration fiscale ou du ministère de la Recherche. Merci Leïla. Nous avons une troisième question. Le contrat peut-il être conclu avec plusieurs organismes de recherche? La réponse est oui, il n'y a aucune difficulté. Ce qui compte, c'est que les organismes qui concluent sont des organismes qui ont été agréés et que bien évidemment le contrat soit un contrat qui soit conclu soit après le 1er janvier 2022, soit, comme je le disais tout à l'heure, fasse l'objet d'un avenant dans le cas d'un contrat qui était en cours d'exécution au 1er janvier 2022. Mais le fait qu'il y ait 1, 2 ou 3 organismes n'est pas un problème. Merci Stanislas. Alors, nous avons une autre question. Sur la diapo 13, vous dites contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Ces dates sont bien à titre. Exemple, supposons on souhaite faire une thèse CIFRE du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. C'est éligible au SICO ou non? Je peux prendre la main sur la réponse. Alors, effectivement, pour le moment, le dispositif est borné dans le temps. Mais par contre, dans l'exemple cité, il sera possible de déclarer du SICO pour l'exercice, sous réserve de l'éligibilité du contrat, mais pour l'année 2024 et 2025. Et il est fort probable que dans les prochaines lois de finances à venir, le dispositif soit prorogé au-delà, mais pour le moment, c'est borné à 2025. Donc, à minima 2024 et 2025, c'est OK. Par contre, pour ce qui est de 2026 et 2027, pour le moment, c'est pas prorogé au-delà du 31 décembre 2025. Sachant que juste pour compléter ce que vient de dire Laïla, mais elle a déjà dit, il faudrait vraiment qu'il y ait un constat qui soit très négatif sur les effets de ce crédit d'impôt pour qu'il ne soit pas prorogé. Donc, il y a les dispositifs qui font l'objet de prorogation régulière, on en a un certain nombre dans le Code général des impôts, et celui-ci devrait en faire partie. Et c'est tout à fait exact qu'en l'état actuel du droit, il est limité jusqu'au 31 décembre 2025 et devrait être prorogé selon toute logique dans le cadre de la loi de finances pour 2026, qui sera donc discuté
entre le mois de septembre et le mois de décembre 2025. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Alors, comment définissez-vous une activité économique? Une activité économique, c'est une activité, entre guillemets, lucrative, mais qui n'est pas dans le cadre d'une opération de recherche. C'est le type d'opération économique que peuvent réaliser des organismes et qui doivent rester, comme on l'a dit, tout à fait accessoires. C'est par exemple la location d'équipements, la location d'un bureau, d'un laboratoire, des opérations de consulting, ce genre de choses. Voilà une opération économique qui doit rester par définition accessoire. Merci Stanislas. Encore une autre question. La propriété intellectuelle doit être partagée. Une prise en charge de 100% des coûts R&D par l'entreprise n'est donc pas éligible. C'est bien ça, exactement. Il faut que le partage des coûts soit à minima de 90% supporté par l'entreprise et 10% supporté par l'ORDC. L'ORDC peut supporter plus, mais l'entreprise ne pourra pas supporter 100%. Sinon, ce ne sera pas éligible au titre du CRC. Merci Leïla. Une autre question. Peut-on avoir un contrat de plusieurs industriels avec un organisme de recherche? C'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire plusieurs. J'aurais tendance à dire oui. Leïla, si. Ouais. Oui, du même avis que vous. C'est plutôt oui, mais il faudra avoir une annexe financière bien détaillée pour identifier la participation financière de chacune des sociétés et à combien de pourcents elle s'élève et la participation de l'ORDC aussi. Merci. Alors, encore une. Est-ce possible de ne pas avoir de publication diffusée à l'issue de la collaboration et que les travaux restent confidentiels? Alors, je vais faire une réponse oui sur le principe. Ensuite, il faudrait préciser la question. Parce que si la question est une question qui émane de l'entreprise et qui dit « je veux que rien ne soit diffusé », là, ma réponse va être une réponse non. Si c'est un choix des parties au contrat, organisme et entreprise de ne pas diffuser, là, j'ai pas de problème. Donc, l'absence de diffusion est une possibilité pour autant qu'elle n'est pas contrainte, je dirais. Merci Stanislas. Alors, nous avons une autre question. Y a-t-il eu une mise à jour du BOFIP depuis le 13 avril 2023 suite aux remarques qui ont pu être envoyées lors de la consultation? Pas ma connaissance. Non, pas ma connaissance, je ne pense pas non plus. Donc il y a la version qui s'appelle version en consultation et la version disponible sur le site du ministère et constitue la position exprimée de l'administration fiscale et lui est bien évidemment opposable. Le fait qu'il y ait marqué consultation ne signifie absolument pas que ça n'engage pas l'administration fiscale dans la limite de ce que peut engager une doctrine, bien évidemment. Alors, donc, une autre question. Comment sont pris en compte les salaires des fonctionnaires dans le prix de revient? C'est-à-dire dans l'identification des coûts admissibles, on a effectivement les frais de personnel. Donc, ce sont les frais de personnel ingénieurs, chercheurs de l'ORDC ou du personnel d'appui qui seront finalement leur salaire sera facturé en jour homme, par exemple, leur temps jour homme sur le projet de R&D qui sera facturé à l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à votre question et qu'est-ce que vous en pensez, Stanislas? Alors, je suis d'accord, mais c'est juste, faut s'entendre sur le mot fonctionnaire. Est-ce que la question est, est-ce que le fait que ça soit un contrat signé avec l'État soit de nature à retirer de la base de calcul? Je ne pense pas, à mon sens. Mais, Alors, du coup, ça a été poursuivi avec est-ce qu'ils sont déjà payés? C'est la suite de la question.
Alors, là, la précision me perd. Moi aussi. J'ai Une affirmation. que veut dire. Et la suite de ça, comment éviter la distorsion de concurrence? Alors peut-être il y a une adresse mail générique, peut-être nous envoyer la question Oui. un petit peu plus étayée pour qu'on puisse vous donner une réponse formelle. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions posées, on va pas pouvoir y répondre à toutes, mais on prend en compte toutes vos questions et nous y répondrons par mail donc dans les prochains jours à la suite de ce webinaire. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et merci aussi aux intervenants. Donc n'hésitez pas donc, à nous envoyer un mail sur finance-innovation@emu.com et bien sûr donc vous aurez la conférence en replay ainsi que la présentation qui vous sera envoyée automatiquement à la suite de ce webinaire. Merci à tous et très belle journée. Merci, au revoir. Merci. Très bonne journée. Au revoir.